time together. Entre ici, Jean Moulin. C'est un Gloopy. Vive le Québec. Bonjour, vous êtes sur la PNIX, l'émission du Journal International sur la radio Le Troisième Lieu. Alors aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec l'équipe Moyen-Orient. Donc on va encore une fois vous parler de cette charmante contrée. Donc, je ne vous apprends rien si jamais je vous dis que le Moyen-Orient est une région contrastée et riche d'un patrimoine millénaire comme on a pu l'évoquer lors de notre émission sur le trafic d'art. Cependant, il est un autre patrimoine qui est tout aussi précieux, dont l'étranger est tout aussi avide, la gastronomie du Moyen-Orient. Alors pour nous éclairer sur ce sujet aujourd'hui, nous avons avec nous Margot Courbon, Océane Sainte-Marthe, Charlotte Millot et enfin Natacha. Mais on a aussi le plaisir d'avoir pour invité Ibtissam Edia, auto-entrepreneuse ayant décidé de se lancer dans le pari de créer des pâtisseries orientales et notamment des pâtisseries orientales véganes. Margot, aujourd'hui, tu vas nous parler de restaurants gastronomiques au Moyen-Orient, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai fait de nombreuses recherches sur les restaurants gastronomiques au Moyen-Orient. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion qu'il y en a très peu. Karim Haïdar, qui est cuisinier et le fondateur et le président de l'Académie de cuisine du monde arabe, nous explique l'origine de ce problème. Il n'y en a pas parce que en fait, vous avez deux sortes de chefs dans ces régions-là. Vous avez la personne qui se dit que c'est un métier rapidement rentable parce qu'on fait 1 an, 2 ans de formation, on trouve un boulot rapidement. Ces personnes-là vont se retrouver dans des restaurants à faire de l'abattage comme il y en a partout dans le monde. La deuxième catégorie de personnes sont des personnes vraiment intéressées, passionnées par la cuisine et qui veulent avoir un véritable projet, qui veulent être le moteur d'un projet. Mais cela, comme il n'y a pas au jour d'aujourd'hui de cuisine moyen-orientale haut de gamme, en fait, ils ne se retrouvent pas dans cette cuisine-là. Et comme quand ils vont apprendre, il n'y a aucun endroit où ils apprennent cette cuisine orientale haut de gamme, ils vont apprendre essentiellement une cuisine européenne, asiatique, etc. Et finalement, ils vont se retrouver dans cette cuisine-là, et c'est dans cette cuisine-là qu'ils vont faire du haut de gamme. En gros, on a du mal à comprendre que nos cuisines sont des cuisines qui peuvent être élaborées. Et dans la manière dont on regarde ces cuisines, c'est-à-dire on a l'impression que ces cuisines, ce sont des cuisines basiques de maison, que les mamans font. Donc il y aurait un manque dans la formation de la gastronomie moyen-orientale, car beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas une cuisine raffinée, comme peut l'être la gastronomie française. Pour remédier à cela, Karim Haïdar a donc créé l'Académie de cuisine du monde arabe, qui est un projet qui lui est cher. Il nous explique en quoi cela consiste. L'Académie, c'est un projet qu'on a monté il y a quelques années, qui n'est pas une académie dans le sens d'une école, même si à terme l'idée c'est d'avoir une école. C'est une académie à la manière plus de l'Académie française, sans avoir la même prétention. L'idée étant de travailler sur 4 éléments. L'identification des cuisines du monde arabe, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que la cuisine du monde arabe, quels sont les pays déjà qui ont une cuisine du monde arabe, quels sont les plats qu'on peut appeler arabes, etc. Le deuxième, c'est justement la diffusion, finalement, donc en fait faire connaître ces cuisines éventuellement avec des livres, des émissions de télé, ça on en a fait quelques-uns, on en a quelques-uns en chantier, également à travers des festivals. Troisièmement, essayer de protéger la cuisine du monde arabe. Quatrièmement, de créer une école qui permette une formation à la fois pour les professionnels et pour les particuliers des cuisines du monde arabe. Identifier, promouvoir, protéger, transmettre. 4 axes. Malgré la difficulté pour les cuisiniers de s'installer au Moyen-Orient pour ouvrir un restaurant gastronomique, il en existe quelques-uns, principalement en Liban, comme M. Sherif, qui propose des plats libanais, méditerranéens et moyen-orientaux. Le restaurant se trouve à Beyrouth. C'est le 3e restaurant de la famille Hayek. Donc Madame Hayek a découvert sa passion pour la cuisine en cuisinant pour sa famille après son mariage, et elle réalisa qu'elle était talentueuse, et elle fut encouragée par son mari et son frère. Elle ouvrit son premier restaurant, La Paria, en 2005,
à Lebanon. Le succès la poussa à ouvrir d'autres restaurants. Il y a aussi le restaurant Mehrig au Liban, et plus précisément à Beyrouth, qui sert des plats méditerranéens, moyen-orientaux et arméniens. Le restaurant a été fondé il y a 15 ans. D'après leur site, il serait l'un des premiers restaurants arméniens à servir des recettes typiques arméniennes. Il y a aussi Dalal, qui se trouve en Israël, à Tel Aviv, et qui propose des plats méditerranéens, européens et israéliens. On remarque donc que peu de restaurants haut de gamme proposent uniquement des plats gastronomiques typiques du Moyen-Orient, et beaucoup proposent également de la cuisine européenne. Le restaurant M. Sherif propose le plat kébé, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, qui est une des spécialités du Moyen-Orient, et Karim Haïdar nous en dit un peu plus dessus, et sur d'autres plats typiques du Moyen-Orient. Les kébés, c'est à base de boulgour, de blé concassé, ce sont des petites boulettes farcies que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous avez les feuilles de vigne farcies, vous avez le houmous, donc qui est la purée de pois chiches citron tahiné. Vous avez le falafel, donc le beignet de pois chiches et fèves. Et aujourd'hui, tous les beignets de la planète, vous allez en Angleterre, vous avez des falafels de n'importe quoi. Même des croquettes de pommes de terre, ils les appellent falafel. Donc c'est dire comment ça a évolué. Vous avez le caviar d'aubergine, mais à notre manière, avec du tahiné, c'est-à-dire de la pâte de sésame. Vous avez, après, au-delà de ça, il y a même des petites saucisses qu'on fait, les macanecs, des petites saucisses de cumin, d'agneau et cumin. Après, vous avez des viandes crues, des tartares d'agneau, ce qui est quand même rarissime, qui surprend déjà au début, et après ça devient un truc classique. Vous avez des beignets à base de pâte à pain, farcis soit d'épinards, soit de viande, soit de fromage. Soit vous êtes dans le concept de la restauration, et là souvent les plats ce sont des grillades, parce qu'on est très sur les viandes, des grillades ou des fritures de poisson ou des poissons grillés, donc viande ou poisson ou volaille en grillade ou en friture. Et après vous avez des choses à base de riz, donc riz et viande ou riz et légumes, donc des ragoûts de légumes et de riz. Et là, vous êtes plus dans la cuisine de maison, ce qu'on mange à la maison, qui va être un ragoût de légumes avec un petit peu de viande éventuellement et du riz à côté. Donc là, vous avez des haricots verts, vous avez des petits pois, vous avez des épinards, vous avez des artichauts. Donc on remarque que les légumes et les grillades sont au cœur de la cuisine du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de restaurants au Moyen-Orient qui sont plus des brasseries que des restaurants gastronomiques. Cela s'explique donc par un manque de formation à la gastronomie du Moyen-Orient et par une reconnaissance faible de cette cuisine qu'on considère plus comme familiale que gastronomique. Mais cette cuisine, elle propose une variété riche de plats dont beaucoup sont exportés un peu partout dans le monde. J'ai une question, moi, du coup. L'autre jour, je parlais avec un ami qui vient d'Angleterre et il me disait que là-bas, il y avait très peu de restaurants typiques d'Angleterre. Est-ce que du coup c'est un peu la même chose, qu'il me disait que là-bas ça se faisait pas trop, parce que quand on va au restaurant pour manger français, pour manger libanais, est-ce que là-bas c'est un peu le même principe, ou du coup c'est juste un problème de formation? Je pense qu'en fait chez eux ils mangent déjà en fait très typique Moyen-Orient, enfin toutes les spécialités du Moyen-Orient. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il m'a dit, donc Karim Haïdar, qu'il y avait vraiment un manque de formation net, parce que en fait, c'est plus une cuisine vue comme familiale. Et alors que la gastronomie française, elle est vue comme l'élite un peu de la nourriture, enfin de la gastronomie, quoi. Moi, j'aurais une petite info supplémentaire à apporter. C'est qu'il y a 2 jours, j'ai mangé des falafels et c'était hyper bon, plein de légumes et tout. Donc, franchement, s'il y a un point positif, c'est ça, vraiment. On ira manger des falafels alors. Manger Elfie, c'est ça. Alors, du coup, merci Margot. Et merci aussi à Karim Haïdar de nous avoir éclairé sur ce sujet. Alors là, par contre, on va totalement changer de cap avec on reste dans le côté Elfie. Océane. Avec Océane, qui a exploré pour nous le marché du bio au Moyen-Orient. Alors, exactement. Alors, peut-on manger bio même dans le désert? C'est la question que se sont posées beaucoup de médecins, de producteurs ou même de consommateurs quand l'agriculture biologique a commencé à se démocratiser. Mais en parlant de démocratisation, est-ce que vous savez à partir de quand on a commencé à parler d'agriculture biologique? Je sais pas, je dirais le 20e siècle. Les années 90. Ouais, voilà. Ouais. Année 2000. 80. Eh bien non, figurez-vous que c'est un terme qui est défini depuis les années 1920. Et moi, Oui.
Mais l'agriculture biologique est organisée à l'échelle mondiale que depuis 1972 et il a fallu attendre les années 90 pour que le marché des aliments et autres produits biologiques décolle réellement. Cette demande s'est accompagnée d'une augmentation de la surface des terres agricoles destinées à l'agriculture biologique qui s'est accrue de 8,9% par an en moyenne entre 2001 et 2011. Pour vous donner quelques chiffres qui ont déjà quelques années mais qui sont les plus récents que j'ai pu trouver, la surface mondiale cultivée suivant le mode biologique, qui soit certifié ou en conversion, a été estimée à près de 51 millions d'hectares fin 2015. Et entre 2000 et 2015, à l'échelle mondiale, le nombre de fermes bio a été multiplié par 9,6 et la surface cultivée en bio par 3,3. Mais en 15 ans, si les surfaces agricoles bio ont augmenté, ce sont bien sûr à des rythmes plus ou moins rapides suivant les zones. Et la zone à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui est, oh surprise, le Moyen-Orient. Alors j'ai trouvé assez peu de données et comme les pays de la région n'en sont pas du tout au même stade de développement, j'ai décidé de me concentrer sur les Émirats arabes unis parce que j'ai pu échanger par mail à ce propos avec le docteur Cindy Yambo qui pratique la médecine naturelle et donne des conférences tous les mois à Dubaï. Je l'ai contactée parce qu'elle s'intéresse à la nutrition et elle a justement donné une conférence sur l'agriculture biologique au Moyen-Orient. Mais avant, pour qu'on soit tous d'accord, je vais redéfinir le terme. L'agriculture biologique, c'est une agriculture respectueuse de l'environnement et de l'humain. Du point de vue de la santé, le docteur Cindy Yambo précise que pour avoir une alimentation saine, on a besoin d'aliments gorgés de nutriments, et ces nutriments doivent nous être apportés par des aliments sans polluants, c'est-à-dire sans éléments étrangers tels que les pesticides et sans modification artificielle. Cette prise de conscience était, je pense, bien nécessaire, mais d'un point de vue pratique, manger bio n'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place, surtout que, par exemple, aux Émirats arabes unis, on est dans le désert, donc l'agriculture y est de base très difficile. Alors j'ai trouvé justement très peu d'éléments sur les différentes techniques utilisées, mais le docteur Cindy Yambo m'a expliqué que certains agriculteurs importent de la terre pour pouvoir apporter plus de nutriments à leur production. Elle précise aussi que forcément, même si c'est bien dans un sens, la qualité des oligo-éléments présents dans ces produits ne sera jamais aussi importante que ceux qui ont poussé sur des terres riches et naturellement fertiles. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Il faut aussi avoir en tête que ce qu'on qualifie d'agriculture biologique aux Émirats, ou même plus généralement au Moyen-Orient, ce n'est pas exactement la même chose que dans le reste du monde, parce que les critères ne sont pas les mêmes, notamment sur la quantité de pesticides présents dans les produits dits bio. Beaucoup de produits autorisés à apporter le label bio aux Émirats ne seraient pas autorisés dans d'autres pays tels que la Belgique par exemple, où les critères sont extrêmement stricts. Mais après, les Émirats sont conscients des différences qui les séparent des normes d'application dans d'autres régions du monde. Et Cindy Yambo m'a ainsi expliqué, et je la cite, qu'ils travaillent activement pour ne plus accepter sur leur territoire des produits importés avec un taux de pesticides qui dépasse le seuil sanitaire internationalement reconnu. Et que, malgré le sol aride et les conditions peu favorables à l'agriculture, ils essayent de produire eux-mêmes ce qu'ils peuvent pour avoir un meilleur contrôle sur la qualité de ce qui est distribué à leur population. Alors pour elle, il reste 2 défis majeurs à relever. Le premier serait d'arriver à étendre l'agriculture biologique sur le territoire tout en diminuant les coûts de production, de façon à permettre à la population de se fournir à un prix raisonnable, puisque évidemment, comme partout ailleurs, le bio reste bien plus cher que les autres produits, et les familles démunies n'y ont souvent pas accès. Dans certaines régions, les habitants qui vivent près d'une production agricole peuvent aller acheter leurs produits directement chez le producteur, ce qui diminue les coûts. Mais encore une fois, cette solution n'est pas accessible à tous. Et le deuxième défi serait d'avoir des accords avec des pays voisins plus fertiles pour pouvoir accéder à leur production bio, qui serait en accord avec les critères imposés par les Émirats et à des prix abordables pour la population. Donc d'après le docteur Cindy Yambo, les consommateurs aux Émirats, tout comme en Europe, sont de plus en plus conscients de la nécessité de manger sainement, parce que là je vais la citer, manger bio, c'est réduire les risques de maladies graves ou chroniques et augmenter son espérance de vie dans de bonnes conditions. Des grandes surfaces aux Émirats proposent des choix de plus en plus variés et des magasins spécialisés dans le bio fleurissent et semblent vendre. Donc, même si on en est encore à ses balbutiements, et j'insiste bien sur ce mot-là, il semblerait que l'agriculture biologique ait de beaux jours devant elle aux Émirats et plus généralement au Moyen-Orient.
Eh bien, merci beaucoup Océane. Hein. C'est vrai que moi personnellement je connaissais pas du tout le marché du bio au Moyen-Orient. Vous connaissez Charlotte hein Non, pas plus que ça, mais je pensais pas que c'était possible en fait d'avoir du bio dans un désert. C'est possible, mais c'est très difficile justement. Bon alors du coup maintenant ça va être au tour de Charlotte. Qu'est-ce que tu vas nous raconter comme histoire encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler du safran. Parce que début 2019, le Figaro titrait que le safran aurait des bienfaits pour notre peau, voire médicinal. Mais en vrai, cette épice, elle a plus de 3000 ans. Alors, elle a d'abord été cultivée en Grèce, alors qu'elle est originaire du Moyen-Orient. Mais même si cette épice, elle est principalement utilisée en cuisine ou comme colorant pour donner ce côté jaune-or, elle peut aussi être utilisée pour des bienfaits thérapeutiques et médicinaux. Et oui, hein, c'est pas parce que l'Occident découvre ses bienfaits dans des crèmes anti-âge Yves Saint Laurent à 180 € le pot que c'était pas connu depuis des siècles. Perso, j'en ai une. Grosse révélation. Tu nous feras tester, s'il te plaît. On verra si y a l'odeur, le goût, tout y est. Alors du coup, à cause des difficultés et les coûts de production, le safran est considéré comme l'épice la plus chère du monde. En général, le prix est entre 20 et 30 € par gramme. Oui, par gramme. Aïe. Du coup, c'est ce qui lui a donné le nom d'or rouge. Alors pour vous, quel est le pays qui produit le plus de safran? L'Allemagne. Alors moi je dirais le Maroc. Hein. Le Maroc. Alors le Maroc fait partie des grands producteurs, mais le plus important c'est l'Iran. Et quelle est la part de production de l'Iran dans la production mondiale? 60%? 50. 63. Mademoiselle l'invitée. 70? C'est beaucoup, mais c'est encore plus. En réalité, l'Iran représente 90% de la production mondiale de safran. Donc, c'est un peu important. Alors, donc l'Iran n'a pas toujours été le premier producteur, et la compétition est rude. Hein, je peux vous le dire. Combien de fois j'ai vu des articles arguant que le safran espagnol était le meilleur du monde. Après, c'était le safran indien, marocain, afghan, tout ce que vous voulez. Alors du coup, le tout dans un bataille de labels, de qualité supérieure et tout ça. Mais alors, j'avoue qu'on remarque une hostilité particulière entre la production iranienne et espagnole. Je mets de côté, vous chercherez. Lorsque j'ai interviewé monsieur Farouk Faroknia, c'est le responsable export de l'entreprise Esfedan Saffron, et il m'a donné l'exemple de l'Afghanistan qui essayait d'augmenter ses productions pour rattraper l'Iran. Parce que donc la culture du crocus à safran nécessite des conditions très spécifiques et une main-d'œuvre importante. Alors oui, est-ce que vous savez comment se produit le safran? Aucune idée. C'est une fleur? Une fleur, je dirais que tu fais sécher. Bien vu. On part sur une fleur déjà. Donc il s'agit d'une pratique très particulière. Donc c'est la cueillette du Crocus savitus, exactement, qui a lieu pendant sa période de floraison, ce qui correspond à peu près à la mi-octobre. Chaque fleur reste ouverte pendant 5 jours avant de faner. Donc les cueilleurs doivent venir la cueillir avant le lever du soleil pour éviter que la fleur ne soit trop exposée à la lumière et qu'elle se détache correctement de sa tige. Lorsque ces belles fleurs mauves ont été cueillies, il faut enlever à la main les stigmates du crocus. Alors si vous vous souvenez de vos cours de SVT, il s'agit de l'organe féminin qui est au bout du pistil de la plante à fleurs. C'est beau. C'est beau. Et donc oui, les stigmates, comme tu disais, sont mis à sécher avant d'être testés et empaquetés pour conserver leur qualité. Donc cette plante se développe uniquement dans des conditions spécifiques, avec un climat sec, en haute altitude, un nombre d'ensoleillements important, des basses températures en hiver, mais aussi une terre plane, sans cailloux, sans arbres, un arrosage spécifique et des replantages fréquents pour éviter l'appauvrissement du sol. Et d'après le producteur Navin Saffron, la majorité de la production iranienne se fait dans le nord-est du pays, ce qui correspond au Khorasan, où plus de 4000 personnes viennent cueillir les crocus. Donc oui, on peut dire que la culture du safran est très spécifique et cette pratique est particulièrement coûteuse. J'ai donc demandé à Faroknia pourquoi il n'y avait pas de mécanisation. Il m'a répondu qu'il y avait des machines pour certaines parties de la production, mais que ces techniques n'étaient pas vraiment efficaces et qu'il était donc toujours nécessaire d'avoir une grande part de main-d'œuvre. Alors, nouvelle question. Quel est le rendement du safran pour 1 hectare? Indice. J'ai pris un exemple de français. Désolée. Le ministère de l'Agriculture français en 2017 disait que pour le blé, le rendement moyen est de 7 tonnes par hectare. Alors, estimé pour le safran. 1 tonne? J'ai du mal avec les unités, mais... 4, je sais pas, 4 tonnes. Ah, c'est sur du 5. 1,7. 2,3. 2,3. Eh ben, on en est entre 3... Ah, entre 3 et 10 kg par hectare.
Ah, oui. donc vous vous rendez compte de la différence? C'est l'épice la plus chère du monde, vous comprenez mieux là? Ouais. Alors, et là on va arriver à un petit moment chiffre. Pour 1 kg de safran, il nécessite entre 150 000 et 300 000 fleurs, ce qui représente entre 75 et 200 heures de cueillette, et qui finalement, après le séchage, après plus de 400 heures de travail, nous arrivons à notre simple kilo de safran. 20 € le kilo, hein. 20 € le gramme, pardon. On comprend mieux donc la nécessité d'une main-d'œuvre importante, et c'est l'une des principales conditions pour la culture du safran, parce que même si elle est complexe et qu'il y a des conditions spécifiques, le safran a pu être cultivé en France par exemple, et que les coûts étaient beaucoup trop importants pour les producteurs. Alors d'où les mauvaises langues qui disent que l'Iran est le principal producteur grâce à sa main-d'œuvre bon marché et non pour la qualité de son safran. Alors, est-ce que le safran a une valeur symbolique en Iran? Alors on ne peut pas dire qu'il y ait une tradition iranienne autour du safran, ni même considérer qu'il soit rare parce qu'il produit plus des 3/4 de la production mondiale et qu'il est utilisé principalement dans la cuisine. Mais Monsieur Farokna m'a confié que le safran pouvait aussi être utilisé en cadeau, parce que même s'il n'est pas rare, il reste une épice très prestigieuse, et donc elle peut être offerte comme cadeau ou comme souvenir. Et les Iraniens restent attachés à son goût amer, son odeur, sa couleur. Et pour Farokna, le safran est synonyme de joie et de bonheur. Les Iraniens ont longtemps cru aux propriétés médicinales du safran, comme étant un antidépresseur naturel qui aide contre les maladies d'Alzheimer, le cancer, et de nombreuses recherches sont faites dans ce sens. Alors, est-ce que le safran est un intérêt économique en Iran? Alors, d'après les chiffres, c'est ce que je me suis demandé. Et Farokna m'a dit que, d'après les chiffres qu'il m'a donnés, il y a près de 415 tonnes de safran sont produites par an, soit 590 millions de dollars. Et par rapport à la reste de l'exportation iranienne, hors les hydrocarbures, ça représente même pas 1% de l'économie. Mais il faut aussi voir les intérêts géopolitiques de l'Iran. Parce qu'avec les sanctions internationales contre l'Iran, une partie de l'exportation a été bloquée et du coup de nombreuses contrefaçons se sont développées, comme l'utilisation de produits colorés, des mélanges avec d'autres épices beaucoup plus courantes comme le curcuma ou des stigmates remplacés par des feuilles séchées colorées en rouge. J'ai même vu des articles, c'était des bouts de bois. Donc pour ça qu'en Iran, la plupart du safran est vendu sous forme de filaments non broyés pour éviter les arnaques. Donc à la levée des sanctions en 2015, les exportateurs de safran estimaient que l'exportation avait été boostée de plus de 40% pour l'Iran. Et pour le moment, il ne semble pas avoir eu de conséquences sur l'export de safran. Et pour Farokna, l'Iran étant le producteur principal, le monde est dépendant de l'Iran à ce niveau-là. Donc si le monde veut du safran, il trouvera un moyen d'en exporter. Alors si maintenant je vous ai donné envie de cuisiner, sachez que d'après Olivier Rocklinger, un chef cuisinier spécialisé dans les épices, 1 gramme de safran de bonne qualité, qui représente donc 160 fleurs, si vous m'avez bien suivi, ça peut quand même parfumer une centaine de plats. Donc à voir si vous trouvez ça rentable ou non. Pas moi. Bon, eh bien, merci Charlotte. C'est vrai que j'aurais pas pensé. C'est vraiment en fait de l'or, quoi. De l'or rouge. Et alors, on va avoir maintenant une chronique de Nathan qui va aborder un nouveau sujet polémique, puisque tu vas nous faire l'historique du kebab, c'est ça? Exactement, t'as tué mon intro, mais c'est parfait. Aujourd'hui, donc, après le trafic d'art au Moyen-Orient, le cas du Kurdistan, je vais donc continuer sur le sujet polémique, comme tu l'as dit, qui est l'histoire du kebab. Donc pour toi, le kebab, ça vient d'où? C'est un grec, donc de Grèce. Donc moi j'en ai marre d'entendre ce genre de choses là, et si vous aussi vous en avez marre, j'espère que cette chronique brûlante va vous plaire. En tout cas, pour refaire l'historique du kebab, on va s'appuyer surtout sur le reportage réalisé par la télévision suisse de Özge Samansi, qui est une historienne turque en gastronomie. J'ai essayé de la contacter, mais à mon grand désespoir, j'ai eu aucune réponse. Faut croire que mon titre de plus grand mangeur de kebab de 2015 n'a pas suffi à attirer son attention. Du coup, j'ai décidé de m'inspirer de son émission pour faire une chronique bien meilleure, vous vous en doutez. Donc selon vous, où remontent les premières traces du kebab dans le monde? Je sais pas, années 40, 50? Selon vous, c'est où? Je dirais années 60. Ouais, je sais pas trop, parce que je pense qu'il doit y avoir une origine, une version moins urbaine, tout ça. Moins de la street. Eh bah, vous avez tous tort, parce que le kebab, ça remonte au 11e siècle. Parce que vous, quand on vous parle du kebab, vous pensez au kebab que vous mangez en rentrant de boîte le jeudi soir, mais ça, c'est pas le vrai kebab. Donc la ville berceau du kebab, ce serait, selon la légende, Bursa, qui est située au nord-ouest de la Turquie. Le kebab, c'est donc le début de l'histoire culinaire turque. Donc oui, le kebab vient bien de Turquie et n'est pas grec.
La première mention du kebab dans un écrit, elle vient de Bertrandon de la Brocaire dans son carnet de bord à l'époque des croisades en 1432. Il parle alors, je cite, d'une viande rôtie que nous tranchions alors qu'elle rôtissait sur la broche. C'est beau. Parce qu'en effet, le mot kebab, ça veut dire viande grillée. Selon la légende, les guerriers turcs ils faisaient griller la viande sur leur épée. Donc d'abord, il faut savoir que le kebab, tel qu'il a été le plus exporté dans le monde, c'est le doner kebab, qui est seulement un type de kebab. Donc de sa part, merci de ne pas le réduire uniquement à ça. Parce que ce type de kebab, il désigne en fait le kebab qu'on cuit sur une broche tournante. Et le kebab sous forme de sandwich, lui, a été inventé en 1971 par Mehmet Aygun, un germano-turc. Il traîne en fait des origines grecques simplement parce que le pain dans lequel on met la viande, c'est un pain pita qui lui est grec. Et il faut savoir qu'il existe plein d'autres types de kebabs, c'est vraiment une nourriture qui est riche en histoire, c'est assez incroyable. Il y a des brochettes, des hachés et plein d'autres. Rappelez-vous dans Forrest Gump, Booba avec ses kebabs crevettes, il y a vraiment de tout. Et à partir du 19e siècle, les kebabs ils étaient préparés et vendus par des vendeurs ambulants. Les restaurants kebabs sont une création des Européens. Donc je vous ai dit que le doner kebab il avait été inventé en 71 par un germano-turc, mais je dois vous avouer que dans la très agitée kebabosphère, il y a eu pendant des années et il y a toujours aujourd'hui un débat enflammé pour savoir qui de Mehmet Aygun ou de Kadir Nurman a inventé le sandwich kebab. Mehmet Aygun, jusqu'à 2011, c'était lui le créateur du sandwich kebab. Il était devenu riche et RTL rapporte qu'en 2011, sa famille possédait plusieurs restaurants à Berlin. Elle a investi dans l'hôtellerie et possède un énorme hôtel de luxe à Antalya. Mais en 2011, l'association des fabricants turcs de kebab plante un couteau dans le dos de Mehmet et c'est Kadir Nurman qui est récompensé pour avoir été le créateur du sandwich kebab. Malheureusement, ce Kadir, il est mort en 2013 à l'âge de 80 ans. Mehmet a vraiment mal pris le fait qu'on le récompense. Et s'il faut conclure sur un peu de douceur, moi je dirais qu'au final, comme pour tous les chefs-d'œuvre, il y a toujours des mythes qui entourent le kebab. Et on ne saura jamais vraiment qui l'a inventé, mais c'est aussi ce qui fait sa légende. C'est beau. C'est beau, Nathan, on sent vraiment de l'amour dans ta voix, ça tombe bien. J'en ai beaucoup pour ce sujet. Et alors, on a aussi aujourd'hui avec nous Ibtissem. Bonjour. Ibtissem Elia. Bonjour Ibtissem. Alors, tu mènes une double vie. Tu es étudiante à l'IAE, mais tu es aussi auto-entrepreneuse, c'est ça ? Exactement, oui. Et tu t'es lancée dans la pâtisserie orientale, mais attention aussi dans la pâtisserie orientale végane. Exactement. C'est ça ? Donc, pour préciser un peu le tout, moi, de la pâtisserie orientale, j'aime plutôt l'appeler gâteaux orientaux, comme je disais, dans le sens où je trouve que c'est un aspect très transmission, comme on a pu l'évoquer avec l'interview de Karim Haïdar. Donc, c'est vraiment l'aspect transmission, et à partir de là, j'aime bien l'esprit gâteau, dans le sens où, dans mon cas, c'est vraiment un travail qu'on a pu élaborer avec ma mère, ou une transmission autour de toutes les recettes, et voilà. Donc l'engagement vegan, il se fait sur la manière où actuellement on voit bien qu'on est dans une tendance healthy, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, c'est surtout par rapport à une conviction personnelle, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui aimeraient goûter la pâtisserie orientale, enfin les gâteaux orientaux comme j'aime bien les appeler, mais qui n'ont peut-être pas la possibilité dû à un régime, dû à une allergie ou autre. Et du coup, ce serait intéressant de développer une gamme en partir de là, donc une gamme vegan ouverte à tous, tout simplement. Ouais, super projet, mais du coup, j'imagine que tu dois être une spécialiste. Tu peux nous faire un petit peu, peut-être un petit topo sur les pâtisseries et les gâteaux orientaux ? Bien sûr. Alors, comme je disais, donc c'est surtout une histoire de transmission. Donc, ma mère, depuis toute petite, elle nous transmet ça. Elle est passionnée par le sujet. Et du coup, de base, on a surtout un a priori par rapport aux gâteaux orientaux. C'est le fait qu'on mange un macroute classique, on a le diabète en 2-2. Donc, on se dit, bon, on va pas retenter l'expérience. Mais du coup, c'est vraiment un gâteau. Enfin, c'est des gâteaux qu'on trouve très généreux, très mielleux, très vraiment fabriqué avec passion et amour. C'est vraiment la base de la pâtisserie orientale. C'est dans cet esprit-là. Et puis surtout, c'est un côté très festif, dans le sens où on en mange beaucoup lors des fêtes traditionnelles comme l'Aïd, le soir du Ramadan. Enfin, vraiment, c'est un esprit très familial. Donc, la pâtisserie orientale, c'est très bon, mais c'est surtout une forte histoire, dans le sens où c'est un moment de partage quand on mange des pâtisseries orientales. Donc moi, je le vois surtout comme ça. Au-delà du fait que ce soit à base d'eau de rose, de fleurs d'oranger, de fruits secs, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière qui compte énormément. Donc voilà, transmission, partage et amour. Comme tu disais, voilà, qui est pas égal amour. Je crois que c'est la base de la bouffe en général. Exactement, voilà. Voilà. Parce que du coup, je pense que tu vas devoir un peu éclairer l'inculte que je suis en pâtisserie orientale. Dis-moi. Il existe quoi exactement ? Ah oui, bien sûr. Alors, je pense que vous devez tous connaître les cornes des gazelles. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu la base. Et après, on peut partir sur plein de trucs. Je pense notamment au Maghreb, au makrout, donc à base de dattes ou de figues. Au choix. On a aussi les zlabias. Les zlabias, c'est une sorte de gâteau à base de sucre et de sucre.
Donc, C'est un de sucre, en sucre fait. qu'on fait frire, voilà, qui est très bon. Enfin, moi, j'adore ça. T'es accro quand tu manges une bouchée. Et après, du côté du Moyen-Orient, on a énormément beaucoup de choses. Bah, rien qu'hier, j'étais en train d'en goûter, enfin, de manger des pâtisseries syriennes. Et on a par exemple pas mal de pâtisseries au loukoum, qui est du coup, c'est super bon, c'est à base d'eau de rose, enfin vraiment. Ou bien même une pâtisserie très, très marrante, c'est comme un sorte de pancakes avec une crème au beurre et chantilly à l'intérieur et de la pistache et de la fleur d'oranger. Du coup, c'est pas quelque chose que moi, particulièrement, j'aurais pensé pour la pâtisserie mentale, Ouais, mais oui, c'est vrai. une pâtisserie syrienne. Bah, d'ailleurs, on l'a goûté hier lors du forum Entreprendre. Et ouais, d'accord. il fallait Je le dis venir. pas souvent, honnêtement, c'était T'étais pas tellement invité. bon. Ah, mais C'était un t'étais là? Oui, Ah, c'était un génial. buffet iranien. C'était bon. C'était syrien? Ah oui, Syrien, pardon, ouais. c'était Bah, après, syrien. bon, Attention, c'est là. un débat. Un Non, nouveau non. débat en famille. Non, mais c'est la même région, c'est l'amour, et puis voilà. Mais Mais, oui, parce que, justement, il y a une différence un petit peu entre tout ce qui est produit au Maghreb et. je C'est les mêmes. Je pense que le point commun, c'est vraiment l'amour des fruits secs. Je pense vraiment, on en parlait avec ma mère, on disait, bah, les pistaches, par exemple, on en mange beaucoup, que ce soit en Turquie, en Syrie, bah, vraiment, c'est très, très apprécié. Et du coup, au Maghreb aussi. Mais le miel aussi, voilà, le miel, les fruits secs, c'est... Ouais, parce que en faisant ma chronique sur l'Iran, le safran, Mhm. j'ai vu que c'était aussi un grand producteur de pistaches. Mm. Du coup, j'avais aussi une question, comment tu fais pour adapter les en recettes véganes, enfin, parce que je m'y connais pas assez, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que je dois te dévoiler un secret de fabrication ou... Professionnel. Non, bien sûr. Bah, tout simplement en adaptant la farine, en fait. C'est tout bête, mais en testant un autre type de farine, bah, on se rend compte qu'on peut faire de la pâtisserie orientale végane. Enfin, des gâteaux orientaux véganes. Donc, par exemple, dans notre cas, on opte sur la farine de maïs, donc c'est un peu plus... Et du coup, Voilà. tu utilises la farine de maïs pour enlever quoi, par exemple? Bah, la Le farine lait de blé. Ok. Voilà, la farine de blé classique. Tout C'est simple. pas vegan, la farine de blé. Non. C'est le gluten, non? Ah, excusez-moi, j'ai fait une confusion. Attention. Oh, mince. C'est pas Ok, grave. en fait, je suis désolée, c'est vraiment le... Oui, du coup, il n'y a pas tout ce qui est produit animal, la margarine, quoi. Enfin, pardon. Ah. Je suis désolée, ça doit être... C'est pas... Comme vous voulez. Bah, en fait, oui, pardon, justement, c'est la base sans gluten qui est... qui est une autre Il y a gamme. beaucoup d'allergies. Exactement, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me demandais si vous avez déjà un petit peu un marché que vous visez. Enfin, je veux dire, par exemple, au Moyen-Orient, au Maghreb, tout ça, si tu vois des évolutions alimentaires, justement. Alors, l'évolution alimentaire, on la voit demandeurs, surtout en France. Donc, le marché principal qui est visé, c'est la France, entre guillemets. Et après, du coup, ouais, ça peut parfaitement s'élargir dans les zones comme le Maghreb, le Moyen-Orient, enfin, parfaitement, ouais. Donc, pourquoi pas actuellement, comme je disais, c'est un développement en France, parce que, voilà. Et après, à long terme, ouais, l'évolution, elle peut se voir à l'international. Ok, du coup, parce que là, tu as lancé du coup ton entreprise il y a pas longtemps, c'est ça? C'est ça, on a été immatriculé en janvier. Et du coup, bah, on est là sur deux points de vente à Lyon. Donc, Kousbox à Lyon 1er, donc 16 rue d'Algérie. Et un autre, c'est un magasin que je pense que je voudrais vraiment voir, c'est vraiment sympa. C'est un magasin d'artisanat tunisien. Donc, en gros, en fait, ils importent pas mal de produits de la Tunisie pour les faire découvrir au public. Et là, prochainement, ils ont une exposition sur la calligraphie. Ok, Donc, d'accord. n'hésitez pas, ça s'appelle s'appelle Samek. Samek, ça veut dire poisson en arabe. Et c'est à Lyon 6e. Donc voilà. Ok, d'accord. N'hésitez pas à Bon, bah, découvrir, c'est pas mal. Et ton entreprise s'appelle comment? OMA, c'est un petit clin d'œil à ma mère en dialecte tunisien. Oma veut dire maman. Voilà. Bon, bah, c'est beau. L'amour, toujours. De l'amour toujours, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Ibtissem, du coup. hein, Merci pour, à toi Merci. pour l'invitation. Cette présentation sur les gâteaux orientaux. Et puis, je pense que bientôt, on est tous impatients de pouvoir les goûter, tout simplement. Ouais. On va bien faire une dégustation. Bon, eh bien, merci à tous. Du coup, merci à Margot, Océane, Nathan et Charlotte aussi pour vos éclairantes explications. Je pense que maintenant, tout le monde est d'accord qu'on va terminer cette émission et aller manger. Après en avoir parlé. Voilà, vous étiez sur la PNIX, donc l'émission du Journal International sur la radio, le 3e lieu. Merci à tous. Merci. Merci. Moulin.